Alors, du coup, pour RP ou pas RP, donc on a dit qu'il vaut mieux commencer par investir et par la suite aller voir sa RP. Sinon, la question, faut-il acheter une RP ou bien continuer comme locataire? Investir. Ah, Il y a des avantages et des inconvénients. Ce qui est bien avec le fait de continuer comme locataire, mais je dis bien continuer comme locataire, quand on est en train d'investir en parallèle, c'est que déjà on a une certaine indépendance, c'est-à-dire demain vous avez une bonne proposition aux États-Unis, au Canada ou je ne sais pas quoi, bah déjà vous n'avez pas à quitter votre résidence principale, chercher soit la mettre en location avec les problèmes de locataire ou bien à travers une agence pour pouvoir un peu encaisser un loyer et payer une partie, je dis bien une partie du crédit, parce que généralement le crédit, c'est beaucoup plus cher que le loyer. En tout cas, en Ile-de-France, ailleurs, ça peut être différent, mais bon, voilà. Ou alors, vous allez devoir la vendre et est-ce que vraiment vous allez avoir la bonne plus-value sur le coût? Sachant que vous pouvez la vendre, vous avez un délai de 2 ans pour ne pas payer d'impôt sur la plus-value. Au-delà de ça, vous tombez dans la résidence secondaire. Donc, si vous êtes locataire, l'avantage, c'est que vous restez flexible et vous continuez à investir. Maintenant, ce qui est quand même un peu dommage, c'est que le loyer, c'est une perte sèche. Et ça, c'est même pas discutable. C'est pour ça que les avantages de la RP, c'est que, premièrement, il y a l'avantage psychologique. Euh, vous avez une famille, vous savez que demain, il y a un mauvais événement, alors votre famille, elle est chez elle, c'est quand même pas rien. Euh, Vous-même, psychiquement, vous savez que vous avez un bien qui est le vôtre, où vous vivez, donc ça change quand même pas mal de choses. Et le plus grand avantage de la résidence principale, c'est la plus-value qui n'est pas taxable à la vente. Et ça, si vous faites une bonne opération d'achat, je dis bien si vous faites une bonne opération d'achat, parce que même une bonne opération d'achat dans le cadre de la RP, ça se discute, j'en parlerai par la suite. Si vous avez à payer quelque chose comme 32 ou 30% ou 17%, ça dépend de plusieurs facteurs parce que c'est une résidence secondaire, là, vous payez rien. Et c'est quand même, c'est pas mal. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, il va falloir faire une bonne opération d'achat sur votre RP. Ce n'est pas toujours évident. Autant il est très facile de faire une bonne opération d'achat sur une résidence secondaire que vous allez mettre en investissement, parce que finalement, vous allez faire votre calcul, ça marche pas, vous achetez, vous n'achetez pas, vous en foutez parce que c'est très subjectif, enfin, c'est très objectif. Autant pour votre résidence principale, vu que c'est là où vous vous projetez, vu que vous êtes forcément exigeant, vous avez besoin peut-être d'avoir un jardin, d'avoir la crèche qui est tout près, des écoles qui sont tout près, avoir un gardien, avoir un bon cadre et surtout avoir le coup de cœur. Vu qu'il y a tout ça, tout ce qui est affectif qui va intervenir, bah, si ça se trouve, et ce n'est pas forcément une mauvaise décision, vous allez acheter plus cher votre RP que ce que vous ne devriez. Et à la vente, normalement, vous ferez toujours une plus-value, mais ce n'est pas forcément la plus-value qui était à faire. Donc, c'est toujours, et d'ailleurs, c'est ce que je recommande. Autant quand vous allez faire un achat immobilier, un investissement, il faut faire vraiment les calculs en bonne et due forme, parce que finalement, vous cherchez la rentabilité. Autant pour la RP, parce que c'est la RP, il faut acheter le bien où vous allez vous sentir, vous et votre famille, bien. Parce que je peux vous donner des exemples concrets, et c'est du vécu. Il suffit d'acheter un appartement, surtout si c'est un appartement. Alors, si c'est un pavillon, c'est un peu différent. Et généralement, c'est un appartement si vous êtes à Paris ou bien vous êtes dans la petite banlieue ou dans un endroit, hein, voilà, souvent c'est des appartements. Eh bien, il suffit d'avoir le mauvais voisin, un voisin sur 10 qui n'est pas bon, il peut vous pourrir votre vie. Vous rentrez chez vous pour vous reposer, pour vous dormir, eh bien non, il est en train de fumer, la fumée rentre chez vous, et parfois, ce n'est pas la cigarette. Déjà, cigarette, c'est grave, parfois, c'est autre chose que la cigarette. Il suffit qu'il cuisine tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, les odeurs, ils rentrent. Il suffit qu'il se prenne la tête avec sa femme chaque jour. Il suffit qu'il prenne sa douche à 2 heures du matin. Et votre qualité de vie, d'un coup, elle ne ressemble plus à rien. Et derrière, c'est votre vie personnelle et professionnelle. Parce que je sais que vous, l'immobilier, c'est juste un investissement, mais derrière, vous avez aussi une vie professionnelle qui génère le gros de vos économies, de votre finance. Eh ben, imaginez si vous dormez mal, si ça se passe mal chez vous, vous perdez aussi votre activité professionnelle. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps pour insister là-dessus, et c'est justement pour insister sur l'importance de la chose. Donc, pour moi, il faut commencer par les investissements, puis la RP. Et la RP, c'est surtout le bien-être,
dans la mesure du possible, bien sûr, d'une manière. Ouais, ouais. Mais c'est surtout le bien-être. Et ce que vous gagnez, ce n'est pas sur le coup, parce que vous allez payer un crédit. Moi, par exemple, mon crédit, c'est facilement le double du loyer que je peux percevoir sur mon appartement. Ce qui veut dire que demain, je le mets en location parce que je pars aux États-Unis ou en Suisse, je suis quand même perdant. Mais, et en plus, il y a des charges à payer. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est à vous de le payer. Alors que si vous faites des travaux dans un bien en investissement, c'est défiscalisé, c'est retiré, c'est considéré comme une charge. Donc, vous ne payez pas les impôts dessus. Donc, quelque part, ça va, ça s'annule. Résidence principale, chaque fois que vous avez une intervention, c'est pour vous. Donc, ça coûte cher. Maintenant, là où je pense que je vais pouvoir me rattraper, c'est à la vente, parce que j'ai bien fait mes calculs. Bon, je pense que vous connaissez les détails qui n'intéressent pas les autres, mais je sais qu'à la vente, je vais faire une plus-value. Ça, c'est bien, qui ne sera pas imposée. Donc, voilà. Et si entre-temps, je me sens bien là où je suis, ben, tant mieux. Ok, ben c'est clair. Merci. Non, mais effectivement, tu soulèves un bon point. C'est pas facile de faire une bonne opération immobilière Ouais. euh, quand on veut prendre sa RP. Euh, et en fait, c'est la raison principale pour laquelle les enchères n'est plus ce que c'était. On pourra en parler tout à l'heure en plus de détails, mais avant, il y avait que les professionnels qui participaient aux ventes aux enchères. Donc, la rumeur était que, et c'était vrai aussi, que euh, dans une enchère, les biens immobiliers partent à 20% de moins que leur valeur sur le marché, voire 30% ou 40% parfois. Mais aujourd'hui, en fait, pour avoir participé à certaines enchères, euh, il y a les particuliers qui participent de plus en plus. Et quand ils ont un coup de cœur pour un appartement, ben, ils surenchèrent, ils surenchèrent, ils surenchèrent, et l'appartement, il finit par partir plus que sa valeur, en fait. Alors que c'est une enchère, ça doit partir à moins. Au moins. Donc, ils pensent partir avec une bonne affaire parce qu'ils se disent qu'ils ont acheté un appartement aux enchères. Un appartement acheté aux enchères est par définition une bonne affaire, mais c'est pas ça. C'est le coup de cœur en fait, qui fait que ils surenchérissent à chaque fois et ça part très cher. Donc oui, oui, la RP c'est pas facile de faire une bonne affaire. Ouais. Oui, oui. Et voilà, il le faut. Et donc, on rentre sur la partie de l'investissement. Donc, pour investir, il y a plusieurs moyens d'investir. Il y a le LMNP, donc euh, c'est tout ce qui est logement meublé, non professionnel. Il y a aussi bien sûr le LMP, mais c'est intéressement en demande. C'est un peu la même chose, plus ou moins, sauf que ça veut dire que ça devient votre activité un peu plus ou moins principale et ça dépasse un certain plafond de loyer, etc. On ne va pas s'attarder dessus. Le plus important et le plus abordable, c'est le LMNP, c'est les enchères. Donc, on a commencé à en parler. Le viager, c'est pas mal, c'est la blague de Covid, mais après, c'est un peu glauque, j'en parlerai. Et puis, le Pinel, généralement, c'est les La quatre loi Pinel, programmes. oui. Oui, alors on J'allais commence poser par la Pinel. question, c'est quoi la loi Pinel? Pinel, il faut l'oublier. Voilà, moi, je le dis clairement parce que le problème Pinel, c'est comme tout. C'est beaucoup de bonnes intentions parce que tu vas acheter du neuf, c'est théoriquement moins cher. Maintenant, il va falloir le mettre en location avec un plafond de loyer. Donc déjà, plafond de loyer, si toi, tu as pris le choix de bien meubler ou bien tu as pris le choix de faire des travaux qualitatifs, tu vas devoir quand même louer au même titre que celui qui a pris des meubles IKEA bas de gamme, etc., etc. Donc déjà là-dessus, il y a un problème. Mais le vrai problème de Pinel, c'est que ce que tu gagnes sur les impôts, eh ben, tu le perds avec les promoteurs immobiliers, parce que les promoteurs immobiliers vont prendre cet avantage-là, ils vont vendre à des gens qui sont mal informés, comme quoi c'est du Pinel, mais ils vont se permettre d'augmenter le prix. Donc, quand tu regardes en vrai, ce n'est pas du tout intéressant. C'est un piège, je dis bien généralement. Pinel, on laisse tomber. Après, Viager. Viager, c'est un peu glauque parce que tu joues sur la mort imminente du vendeur. Maintenant, et Hmm. peut-être que tu vas faire une très bonne affaire. C'était, comme j'ai dit, c'était la blague dans tous les groupes immobiliers depuis le Covid. Genre, c'est le bon moment. Maintenant, ce qui est bien quand même, moi je suis contre, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Ce qui est bien, c'est que on peut aussi le regarder autrement, c'est le moyen pour offrir à cette personne-là qui n'a pas envie de transmettre le bien à ses héritiers,
parce qu'elle n'a pas d'héritier, donc c'est l'État qui récupère, ou bien parce que les héritiers ne méritent pas, conflit personnel, et qui n'ont pas les moyens aussi, parce que personne n'a envie de mettre en viager sa résidence principale. Il y a toujours un lien affectif. Donc, c'est quelqu'un qui a une situation un peu délicate et qui n'a pas les moyens pour subvenir à ses besoins et de finir sa vie en bonne et due forme. Tu lui offres le moyen de finir sa vie en bonne et due forme. Et à la fin, c'est quand il va mourir, c'est là où tu vas récupérer sa maison. Il est mort. Bah, son histoire, il est finie, avec tout le respect. Mais au moins, il a bien vécu. Et entre-temps, tu lui as offert un bouquet lorsque tu auras eu cette opération de vente. Et chaque mois, tu lui payes un certain montant. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la plupart des gens, on a tendance à l'oublier, n'ont pas une retraite qui est particulièrement très bonne quand même. Donc, tu lui permets d'avoir du 500 euros, du 1000 euros, du 2000 euros, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Après, il faut accepter le deal parce que si jamais il va vivre trop longtemps, bon, c'est plafonné et tout, mais à un moment donné, c'est plus intéressant parce qu'on n'a pas accès à l'usage du bien. Il Donc, faut la voir. personne qui achète, il parie sur la vie du propriétaire de l'appart. Oui, d'ailleurs, il y a eu des affaires où il y avait même un médecin qui a été inculpé parce qu'apparemment, il magouillait parce qu'il choisissait un certain nombre de dossiers de personnes qui étaient susceptibles de mourir plus vite, voire même on le soupçonnait de faire les mauvaises recommandations à ces personnes d'un certain âge. Et derrière, il y avait toute une organisation pour récupérer le viager, euh, pour dire jusqu'à quel point c'est glauque. Mais bon, voilà, ça existe, c'est comme ça. Mm. Et sinon, à part ça, bon, il y a les enchères, mais Al les connaît beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai jamais essayé. Donc, tu veux en parler A ou j'en parle? Ouais, vas-y, je compléterai. Oui. Bah, de toute façon, je rappelle, j'en profite pour rappeler, c'est pas une vidéo de formation. Tous les vidéos de la chaîne, c'est juste pour donner un point d'accès. Et après, c'est pas les vidéos qui manquent sur YouTube ou sur Internet. Les gens sont appelés, bien sûr, à aller chercher eux-mêmes l'information en profondeur. Donc, bah, les enchères, ce qui est bien, c'est que, comme a dit A, théoriquement, on est censé récupérer le bien, certains disent, avec moins 20% du prix du marché. D'autres vont te dire avec plutôt moins 30%. Maintenant, dans la réalité, il y a justement des amateurs, comme elle a bien précisé, qui vont faire augmenter les enchères et finalement, ce n'est plus intéressant. Maintenant, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est tout un système. Il faut mettre une garantie déjà. Pour la plupart des enchères, je dis bien la plupart, on a besoin d'avoir un avocat ou un représentant. L'avocat, il va falloir le payer. Il y a des exceptions, mais généralement, il va falloir le payer. Donc, ça fait déjà on engage des frais. Il faut faire des visites du bien qui est souvent déjà habité par quelqu'un qui n'a pas envie de partir. Donc, il y a aussi cette partie gestion de son départ à prendre en compte. Il y a des rendez-vous qui sont bien spécifiques pour faire la visite. Donc, il faut aussi être assez disponible pour faire la visite. Maintenant, quand vous faites les enchères, donc vous êtes représenté par quelqu'un. Si jamais ça tombe sur vous, vous êtes dans l'obligation de payer le montant, bien sûr. Ce qui veut dire que derrière, soit vous avez du cash, soit vous êtes sûr et certain que vous aurez le crédit. Parce que si jamais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le crédit, voilà, vous êtes vraiment, vous allez perdre l'avance que vous avez avancé. Ça peut être jusqu'à 10%, je crois, ou 15%. C'est combien d'argent? C'est pas n'importe quoi. Et ça revient d'ailleurs une des bonnes astuces, c'est qu'il y a des gens qui font des enchères, mais ils vont se positionner uniquement sur les enchères qui reviennent. Parce qu'une fois que le vendeur il a déjà récupéré la première caution, ben, la caution elle est dans sa poche. La deuxième vente, il est un peu moins regardant parce que bon, voilà, il a déjà un 10%, un 15% qu'il a déjà dans la poche. Euh, il y a des enchères qui m'intéressent, même si je ne l'ai jamais fait. C'est la bougie. Parce que là, c'est un peu différent. Ce n'est pas les enchères grand public, c'est des enchères qui sont organisées en petit comité avec genre deux, trois personnes avec leurs représentants que sont les avocats. Mais ça, le problème, c'est que il faut vraiment, c'est un petit monde, c'est un petit réseau que moi, personnellement, auquel je n'ai pas accès. Il faut connaître, il faut connaître. Donc, tu veux rajouter quelque chose à ou bien on passe au LMNP? C'est ce que je maîtrise le plus. Ouais, rapidement, là, par rapport au risque lié, je pense que les enchères aujourd'hui pour un simple novice comme nous n'est pas très intéressant, voire pas conseillé parce que les risques sont tout simplement trop importants. Euh, Juste pour compléter, en fait, quand tu achètes par la voie des enchères un appartement ou un bien immobilier quelconque, euh,
fait, c'est affiché en fait sur un site du ministère de l'Intérieur, et n'importe qui a 10 jours pour surenchérir de 10%. Donc toi, tu l'as pris à 100K, n'importe qui prend un délai de 10 jours pour revenir Hmm. et le racheter à 110K. Donc tu peux toujours le perdre. Tu as 10 jours pour être sûr d'avoir le bien. Et Hmm. puis, comme disait M, le risque principal, c'est ça en fait. C'est si tu n'as pas du cash, généralement, ce que les gens font, ils vont aller voir leur banquier pour avoir un accord de principe du crédit. Mais il y a peu de banques qui acceptent de le faire parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas une pratique courante. Il y a pas de bien, il n'est pas à vous. Il n'y a pas de promesse de vente, il n'y a rien. Donc, ils n'acceptent pas généralement. Même s'ils acceptent derrière, ils peuvent refuser après parce que c'est un accord de principe qui n'est pas engageant pour la banque. Donc, au cas où, si vous n'avez pas d'accord de principe ou si vous avez un accord de principe et que la banque se rétracte derrière quand vous gagnez l'enchère, bah là, en fait, faut payer, faut payer. Donc, ce qui se fait dans la pratique, c'est que le bien immobilier, il va revenir dans les enchères, je pense un mois après ou 2 mois après, et en fait, si vous avez pris le bien à 100K et sur la deuxième enchère, il est vendu à 50K, non seulement vous perdez la caution que vous avez mis au départ, mais vous payez la différence. Donc, vous payez 50K. Parce que le bien, il aurait dû être vendu à 100K dans la première enchère. Il a été vendu à 50K, donc vous rajoutez de votre poche la différence au propriétaire du bien. Donc, c'est un risque qui est trop important, je pense, à prendre. Pour moi, c'est pas. Là, si on commence à classifier un peu les bons et les mauvais options d'investissement immobilier, euh, autant sur la partie de tokenisation, je suis convaincu, je pense que c'est une bonne option. Autant pour les enchères, je déconseille. C'est pas fait pour l'investissement lambda, genre, entre guillemets, avec tout le respect, un petit jeune qui compte sur qui n'a pas assez d'épargne, qui n'a pas assez d'avance, et qui va juste se baser sur son CDI pour avoir un crédit. C'est quand même, c'est un peu plus évolué que ça. Mm, tout à fait. Alors, du coup, pour finir sur les types, c'est le LMNP qui est un peu. Juste une question, s'il te plaît, M, par rapport à la tokenisation. Est-ce qu'on peut avoir un crédit pour investir sur des briques? Est-ce qu'on peut demander un crédit à la banque pour investir dans la tokenisation? Ils ne donnent même pas du crédit pour acheter des actions. Il faut qu'ils Donc, connaissent. Alors, si tu leur parles de tokenisation, bah déjà, ils ne vont pas comprendre ce que c'est. d'accord. Et quand ils comprendront, je pense pas qu'ils vont te donner un crédit. Je laisse Emma répondre. Alors, D'accord. je suis d'accord avec A, c'est-à-dire d'une manière naturelle, non. La réponse, elle est Non. simple. Maintenant, rien n'empêche de prendre un crédit conso. C'est ce qui se fait aussi pour des actions, Oui. pour le reste. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça, c'est un autre débat avec le taux, etc. D'après A, c'est intéressant, d'après son expérience. Mais pas avec les Ah, taux que oui. tu vas payer pour un prêt perso. Oui, oui. Oui. Maintenant, ce que je veux quand même rajouter, parce qu'on en a parlé, c'est qu'il y a une différence entre toi en tant qu'investisseur particulier et un investisseur à travers sa boîte, une entreprise. Parce que là, dans le cadre d'une entreprise ou bien d'un schéma holding, etc., ça a du sens de prendre un crédit, mais là, ça va être un autre type de crédit. Si derrière, tu sais que ta tokenisation va te ramener 6% net et ton crédit il est à 2%, et avec ta boîte, tu vas prendre de grands montants, why not? Mais c'est un montage qui est différent. D'ailleurs, je pourrais Oui. peut-être un de ces jours en parler Du dans une montage, vidéo. du fameux montage. Il y a le montage holding avec tout ce qui va avec, et aussi tout ce qui est finance pour entreprise, parce que c'est vrai que ça change beaucoup de choses. OK, Même si je suis OK. contre le crédit. Bon, voilà. Je ne vais pas le répéter tout le temps, mais alors, du coup, pour les LMNP, donc c'est un peu le plus favorable, le plus simple. C'est en gros, toi, tu es un investisseur X, tu vas acheter un bien, tu vas le louer en meublé. Alors, les avantages, c'est que on gagne d'un point de vue impôt parce que tu as deux moyens, soit en réel, et en réel, tu vas déclarer tous les entrées d'argent que seront les loyers. Bah, il n'y a que ça de toute façon. Bon, il n'y a que les loyers, mais il y a aussi l'assurance. Si jamais l'assurance va payer
rembourser quelque chose, parce que c'est un petit détail que souvent on oublie, mais il faut quand même le déclarer. Maintenant, il va falloir aussi déclarer tout ce qui est sorti, donc tout ce qui est assurance du bien, tout ce qui est électricité, tout ce qui est crédit, enfin, c'est pas le crédit, mais enfin, le crédit et les intérêts, bon, tous les mois par rapport au plus, et après, on va payer l'impôt sur la différence. Et ce qui se passe souvent, surtout si on a acheté un bien avec des travaux, c'est qu'on va créer un déficit qui va faire que durant 5 ans, durant 10 ans, en vrai, on ne va pas payer d'impôt. C'est souvent ça l'avantage de la chose en réel. Sinon, ce qui est beaucoup plus simple, c'est que sur le LMNP, on ne paye pas d'impôt sur les 50% des loyers et on paye un impôt de 30% sur les 50% restants. Donc, c'est du forfaitaire. Ce qui veut dire que derrière, tu n'as même pas besoin d'avoir un comptable, parce que ça coûte de l'argent, un comptable quand même, mine de rien, parce que voilà, c'est une formule, tu fais le calcul et tu payes, et c'est aussi simple que ça. C'est ce qui marche le plus. Les banques, souvent, c'est le montage qu'ils vont, tu leur parles de viager ou bien des enchères, généralement, ils ne vont pas te suivre pas facilement. Et les MNP, ça se vend tout seul. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont louer en non meublé parce qu'il y a des avantages. Donc, si avec le LMNP, c'est plus facile de louer, tout sera une question de qu'est-ce qu'on est en train de louer et c'est quoi la cible. Si ta cible, c'est des étudiants ou des travailleurs qui bougent chaque année, chaque 2 ans, LMNP, il n'y a pas mieux parce qu'en plus, ça te permet de louer un peu plus cher. Maintenant, si tu veux avoir des locataires qui sont très stables, il vaut mieux que ce soit du LMP, enfin, du non meublé, parce que l'avantage, c'est qu'avec le non meublé, si quelqu'un il s'installe chez toi, il va meubler, forcément, il va rester plus longtemps. En plus, le Oui, préavis, c'est 3 mois. Ce n'est pas un mois comme en meublé. Donc, il y a quand même pas mais mal, ça dépend de la zone. Excuse-moi de t'interrompre, hein, mais ça dépend de la zone où tu es. effectivement, c'est tendu ou Un pas mois, tendu. c'est pour Île-de-France et Paris. C'est pour les zones rouges. Oui, les zones tendues, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, après ça, c'est un autre débat parce que pour moi, d'ailleurs, investir, il vaut mieux ne pas investir n'importe où. Et généralement, c'est dans les entendus, c'est intéressant. Certains diront que ce n'est pas le cas, certains diront que c'est le cas, mais c'est là où c'est ce que je vise, moi, dans tous les cas. Donc, juste ce qu'il faut retenir, c'est que le non meublé a aussi ses avantages. Après, il faut voir le pour et le contre, etc. Et puis, peut-être le dernier type, même si ça revient LMNP d'investissement, c'est le Airbnb. Ça a le mérite d'être quand même cité. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans un pays comme la France, et pas que la France, même les grandes villes, Barcelone, New York, etc., il y a une grande pression de la part des gouvernements et des mairies pour presque interdire Airbnb. En France, par exemple, la plupart des grandes villes, c'est interdit. Alors, ce n'est pas interdit officiellement, mais ce qu'ils font, c'est que, en gros, pour louer une surface en Airbnb, il va falloir transformer l'équivalent de cette surface dans la même ville, du commercial au logement, à l'habitation. Ça va sans dire que ce n'est pas très faisable pour des gens comme nous. Parce que là, il faut avoir vraiment les moyens pour faire ces opérations-là. Donc, si jamais vous tombez sur des petites villes ou bien des villes qui n'appliquent pas cette restriction, c'est super. Parce que Airbnb, ça permet tout simplement de faire du 3 fois, mais parfois même plus, 3 fois la rentabilité du loyer ou bien de la location classique. Maintenant, il faut être sûr qu'effectivement, ça se fait. Voilà. Donc, vous avez des questions par rapport au type d'investissement ou sinon on peut passer à autre chose? Non, c'est clair pour moi. Mhm. Et du coup, éventuellement, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il faut acheter dans le neuf ou dans l'ancien? Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il faut acheter dans le neuf ou bien l'ancien? Alors, généralement, bon, ce qui est bien avec le neuf, c'est que c'est du neuf. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, on n'aurait pas les toilettes qui vont déborder au bout de 2 mois, théoriquement. Maintenant, Oui, dans la oui. réalité, comme il y a pas mal de promoteurs qui font du n'importe quoi, et même s'ils ont une assurance décennale, ça va péter, et quand vous allez les appeler, ils vont vous répondre après plusieurs mois. Et si ça se trouve, ils ne vont pas répondre parce qu'ils ont fermé la boîte, ils sont passés à autre chose. Donc, l'avantage, c'est que théoriquement, quand même, ce qu'on vous livre, c'est un logement très décent, tout est neuf, l'énergie, elle est très bien gérée, la partie énergétique. Il faut absolument qu'on parle des nouvelles lois DPE, etc., parce que ça devient un vrai risque. Donc, normalement, vous êtes à l'abri, c'est bien isolé, etc., etc., etc.
Maintenant, le grand problème du neuf, c'est que c'est cher. Et que si vous allez le vendre par la suite, eh bien, ce n'est pas sûr que vous allez faire cette plus-value très rapidement. Les meilleures affaires se font dans l'ancien. C'est un peu comme pour les voitures, pour plusieurs raisons. Et donc, quand vous allez acheter neuf versus ancien, moi je dirais il vaut mieux acheter dans un ancien qui est assez neuf. Après, ce n'est pas ça le plus important, ça va dépendre, c'est le cas par cas. Il faut voir dans les détails. Maintenant, dans l'ancien, ce qui est bien, c'est que généralement, c'est là où il y a les affaires, pour plusieurs raisons. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté, mais vraiment pas du tout cher. Et donc, il veut juste une plus-value assez rapidement. Et donc, il va vendre et ça va s'accumuler comme ça. Ou bien quelqu'un qui a eu un problème ou bien un héritage et donc il est prêt à brader le prix parce qu'il a besoin d'argent. Donc, peut-être que vous allez pouvoir faire une bonne affaire. Maintenant, il faut bien vérifier parce que ça se trouve, le bien, il a l'air d'être en très bon état. Mais une fois que vous allez l'acheter, vous allez découvrir des problèmes, surtout si c'est un immeuble. Ça peut être l'isolation. Et là, encore une fois, je répète la loi de DPE, des DPE qui c'est devenu vraiment un risque. Il faut que je parle des risques juste après. Vous pouvez avoir des infiltrations, vous pouvez avoir l'escalier de l'immeuble à refaire, les travaux de copro à faire et à refaire. Et tout ça, ça peut peser, mais très lourdement sur votre balance et votre investissement peut devenir pas du tout intéressant du jour au lendemain. Donc, il faut choisir. Il faut demander et vérifier ça d'acheter, bien sûr, C'est sûr, avant mais de le problème, s'engager. oui, mais le problème, c'est que même si. Alors, déjà, le problème, c'est que quand vous cherchez, même si vous aurez besoin d'avoir des experts autour de vous. Les experts, si vous les connaissez, vont se déplacer une fois gratuitement. Mais pour les autres fois, soit ils ne vont pas vous répondre, soit il va falloir les payer. Combien de visites il faut faire avant de faire son choix? Forcément plusieurs. Est-ce que vous êtes prêt à payer les gens? Il faut voir. Est-ce que vous avez un relationnel si bien que les gens vont venir auditer pour vous gratuitement? Ça dépend de votre réseau. Généralement, ce n'est pas systématique. Et surtout, il y a des vices cachés. Parce que les vices cachés, OK, si vous achetez de la part d'un vendeur de biens et vous découvrez un vice caché, il est obligé de vous dédommager. Par contre, si c'est un particulier comme vous, si c'est un vice caché, c'est un vice caché, c'est pour vous. Et au-delà du vice caché, il y a des choses qui ne vont pas paraître sur les différents rapports des AG, les différents documents que vous allez récupérer, et vous allez les découvrir le jour J, une fois que vous serez propriétaire. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça m'est déjà Ouais, arrivé des histoires comme ça, et j'ai dû payer casqué de mon poche. Ça fait partie du jeu. ouais, ouais. Ouais. Donc, à voir. À Oui, voir. c'est ça. Je pense que les vices cachés, c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'immobilier. C'est ce qui peut faire la différence entre faire une bonne affaire ou une très mauvaise affaire. Entre la présence de termites qui provoquent des dégâts euh, dans la structure du bien, l'absence d'eau courante parfois, une dalle en béton fissurée, il y a des défauts d'homogénéité du carrelage, etc. Et j'en passe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut peut-être pas s'en rendre compte au début parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont cacher ça, la localisation, l'état de l'immeuble général, etc. Mais qui peuvent coûter très cher à l'investisseur. Donc, je pense que ce que je conseille aux novices, c'est que, et j'en fais partie, c'est vraiment de se former à ça avant de faire n'importe quelle opération immobilière. Sur quel moyen on se base pour chercher le bien? Est-ce qu'on contacte une agence ou bien à travers Internet? Qu'est-ce que tu nous donner comme conseil? Ah, alors, déjà, juste pour compléter, finir sur ce que dit A, et le risque justement des vices cachés, il est encore plus important quand tu achètes un pavillon ou bien maison mitoyenne ou bien, quand tu n'es pas en copropriété. Parce que ce qui est bien avec la copropriété, c'est que généralement, bon voilà, il y a quand même un peu d'entretien, il y a des gens qui habitent là-dedans, c'est leur résidence principale, donc ils font attention. Et donc, par contre, quand tu achètes quelque chose d'indépendant, ah ben là, le risque, il est là. Il faut vraiment faire très attention. Sinon, pour revenir à ta question, si tu me poses la question, idéalement, c'est d'acheter en off, c'est-à-dire off-market.
En gros, lorsque tu trouves le bien sur le Bon Coin ou bien un site en ligne, généralement, c'est trop tard. Parce qu'il y a tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'immobilier, surtout avec les coachs YouTube, que je ne critique pas, parce que moi, je me suis auto-formé et en partie grâce à eux, même si ça, c'est un sujet qui est très discutable, il y a un minimum d'informations, quand même, il faut les remercier. Donc, tout le monde est devenu expert, tout le monde s'intéresse, l'indépendance financière, Immobilier. tout le monde dessus, surtout en immobilier. Donc, quand ça tombe sur le site, tout le monde a l'argent. Et sinon, tout le monde a un bon dossier et donc tu es en concurrence. Donc, idéalement, c'est soit tu connais les agents, parce que tu peux créer ton propre réseau d'agents Réseau. immobiliers, ou alors tu connais les notaires, ou tu connais les avocats, ou des gens dans la banque, notamment pour tout ce qui est vente, saisie, des trucs comme ça. Et là, tu reçois l'information en avance de phase. En avance de phase, tu es le seul, ou avec un petit nombre, groupuscule de personnes, tu peux négocier mieux, tu peux obtenir ce que tu veux, surtout si le vendeur il est dans le rush. Maintenant, maintenant si ce n'est pas possible pour X raisons, eh ben, ça va être les sites web ou les agences. Personnellement, je préfère les sites web parce que c'est toujours plus simple. Et au niveau des agences, il existe maintenant des agences qui ne sont pas du tout chères parce que tout se fait, c'est un peu comme l'ubérisation, parce que tout se fait en ligne. C'est du cost killing. Je peux vous filer les noms après. Donc, ça va se passer à travers les agences ou bien entre particuliers, ce qui est encore mieux. Ce qui est bien avec l'agence, parce qu'il ne faut vraiment pas prendre l'agence comme un problème ou bien une charge. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais il ne faut pas oublier que l'agence est un intermédiaire qui a envie que ça marche. Donc, parfois, c'est lui qui va aller négocier pour toi et qui va un peu ramener le vendeur vers la raison, parce que l'on a marre que l'affaire traîne 3 ans. Il a envie de make it happen et de vendre. Maintenant, il a un coût, c'est normal, mais généralement, le coût il est inclus dans le prix par rapport à si tu l'avais acheté de la part d'un particulier. Maintenant, ce qui est bien, si tu passes directement avec le particulier, c'est que d'une part, il n'y a pas le coût, il n'y a pas De l'agent à l'agence. payer, mais si toi, tu es un très bon négociateur, ou bien il y a du feeling qui passe, eh ben, ça se trouve, le vendeur, il peut te faire un beau cadeau, quoi. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a des vendeurs qui n'ont pas envie de passer par des agents pour différentes raisons. Donc, peut-être que si tu te bases sur l'agence, tu passes à côté de très bonnes affaires juste parce que les vendeurs ne voulaient pas d'avoir d'agence. Maintenant, notre sujet qui va en suivre, c'est le prix, c'est les négociations. Comment faire pour savoir si c'est la fair value ou pas? Alors, déjà, rien que pour le prix, peut-être qu'on n'aura pas le temps de détailler tout dans cette vidéo, mais il y a aujourd'hui des moyens pour voir, par exemple, sur le site des impôts, tu peux avoir des exemples, enfin, ce pas des exemples, mais une liste des ventes qui se sont faites dans le quartier X. Donc, si toi, tu vas acheter un appartement de 3 pièces, tu peux voir au moins les 3 pièces avoisinantes, à combien ça s'est fait vendre. Il y a des sites comme Castor qui va te tracer l'historique de l'annonce que tu es en train de traquer pour voir si le prix il a descendu ou pas. Et donc, grâce à ça, tu es en train d'obtenir des informations pour savoir si le prix a baissé, ça veut dire peut-être le vendeur il est prêt à te faire baisser encore plus le prix. Si ça n'a pas baissé, peut-être encore c'est mieux parce qu'il y a moyen, il y a une marge de négociation. Et donc, sachant que bien sûr, en parallèle, toi, tu t'es bien renseigné pour connaître le bon prix, et alors, en se basant sur ça, tu vas partir dans la négociation pour obtenir le meilleur prix. Sachant que le meilleur moyen de négocier, c'est d'avoir plusieurs possibilités et plusieurs propositions en parallèle. Parce que ce n'est pas parce que tu as... Là, on va revenir à la question principale, c'est la résidence principale ou bien c'est un investissement. Et généralement, si c'est un investissement, il ne faut avoir aucun état d'âme. Et donc, il faut avoir plusieurs cibles en parallèle et tu vas acheter celle où tu auras trouvé la meilleure affaire. Mm. Et voilà. Est-ce que Mhm. c'est de négocier au cas où le propriétaire ne veut pas faire de concession sur prix, est-ce que de ton expérience, c'est possible de négocier les frais d'agence? Oui, moi, je l'ai déjà fait. Souvent, l'agent, parce que l'agent, il prend du 10%, ça dépend. Ils ont des forfaits, parfois c'est du pourcentage. Mais à un moment donné, par exemple, mon appartement principal, ma résidence principale, il était censé récupérer 10 000 euros. Je crois qu'il a fait descendre, hein, je ne me rappelle plus combien, mais il a fait descendre. C'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, est-ce que c'est plutôt le vendeur qui a descendu et après, il ne voulait pas le dire, ça, je ne sais pas. Mais ce que j'essaie de dire, alors, il y a deux choses déjà. Premièrement, lui, il peut faire descendre sa marche. Et deuxièmement,
rien n'empêche de trouver des compromis. Parce que, par exemple, si toi, tu as un autre bien que tu vas mettre en location ou bien que tu vas vendre, tu peux négocier avec lui, OK, tu seras mon agent, ou bien quand je vais vendre, tu seras mon agent. Par contre, tu me fais un effort. En fait, l'agent, si tu trouves moyen, l'agent, comme le banquier, comme le notaire, comme l'avocat, comme le comptable, si tu as le moyen de te faire entourer par des gens qui sont assez dévoués et assez expérimentés, quitte à faire des cadeaux, à sympathiser, etc., il ne faut pas hésiter à le faire. Et ça se fait. D'accord.